Bonsoir Gabriel Attal. Bonjour Gabriel Attal. Bienvenue, vous êtes le porte-parole du gouvernement. Bonjour Christophe Jacquemin. Soyez le bienvenu dans ce BFM politique, BFM Business bien sûr, et David Doucan du Parisien aujourd'hui en France. Bonjour Apolline. On va bien sûr revenir sur un certain nombre de polémiques, sur ce que l'on peut attendre ou non de ce gouvernement, sur ce qu'il faut attendre d'ailleurs de cette semaine très politique. Emmanuel Macron qui s'exprimera mardi, Jean Castex mercredi. Mais commençons tout de suite par la situation face au coronavirus. Votre nouveau Premier ministre, le nouveau Premier ministre de la France, se rend aujourd'hui en Guyane parce que la situation sanitaire là-bas est jugée préoccupante. Mais c'est aussi le cas en métropole. Les médecins alertent sur les risques, sur les gestes barrières non respectés, sur le masque. On va y revenir. Mais je voudrais qu'on commence par ces images que l'on a vues hier soir sur la promenade des Anglais à Nice. Regardez ces images d'une foule compacte. C'était lors d'un concert tout à fait autorisé, le concert de The Avener. Officiellement, les règles étaient respectées, une jauge de 5000 personnes. Mais quand vous voyez ces images, est-ce que franchement ça vous paraît normal et acceptable ? J'étais en conseil de défense et de sécurité autour du président de la République vendredi pour faire un point sur l'épidémie. Et ce qu'on constate en France, c'est qu'il n'y a pas eu de reprise de l'épidémie, de deuxième vague à ce stade, qu'elle est maîtrisée. Elle continue à rôder autour de nous, puisqu'il y a des pays qui ont dû reconfiner massivement, et parmi nous, parce qu'effectivement, à certains endroits, on a parlé de la Guyane, en Mayenne, il peut y avoir des situations plus préoccupantes, mais on est arrivé à cette situation. Et si on est arrivé à cette situation, c'est parce que les Français ont été responsables, qu'ils ont adopté les gestes barrières, qu'ils ont adopté les recommandations, que finalement chacun a considéré qu'il avait en lui une part de la réponse et une part de la protection des autres. Et ça, c'est très important de le garder. Évidemment, les vacances commencent. Les Français sont passés par des moments difficiles avec le confinement. Ils ont envie de s'évader. Mais s'évader, ça ne peut pas vouloir dire oublier ces règles-là. Ça vaut pour les Français, ça vaut pour tous les Français, y compris les responsables politiques, qui doivent donner l'exemple. Et ça, il faut le rappeler, il faut rappeler toutes ces consignes. Mais là, ils respectent parfaitement les règles. C'est-à-dire, les règles officielles, c'est pas plus de 5000 personnes. Là, il n'y a pas plus de 5000 personnes. Après, il n'y a plus de masques, on le voit bien, il y a beaucoup de contacts physiques. Mais ils sont dans les règles. Est-ce qu'il faut accepter ces règles ? Est-ce que, par exemple, ce soir, il y aura le premier match de foot en France, ce sera Le Havre contre le PSG, premier match d'Europe en présence d'un public. Là encore, il y a des règles, 5000 personnes. Est-ce que, au vu de l'éventuelle circulation du virus, vous vous dites c'est raisonnable ? Il y a des règles de distanciation. Il y a des règles de gestes barrières. Il ne faut pas se toucher, avoir des contacts physiques, rester à plus d'un mètre. C'est pas le cas sur ces images. J'entends qu'on voit j'entends ce qu'on a vu sur ces images, que ça n'a pas été parfaitement, voire pas du tout respecté par certains dans cette fête-là. Ce que je veux dire, si je veux juste terminer. Oui, mais c'est important de préciser une chose. Vous dites qu'il y a des règles de gestes barrières. Ce sont des recommandations. Ouais. Mais alors, de rester à moins d'un mètre, ce ne sont pas des règles avec des sanctions. Donc, les gens respectent la loi dans le pays ? Ce que je vous ai dit, c'est que c'est des recommandations depuis le départ et que jusqu'à maintenant, les Français les ont respectées et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'épidémie est maîtrisée en France, même si on est évidemment extrêmement vigilant pour qu'elle ne reparte pas. Et donc, il faut maintenir cette vigilance et il faut maintenir ces gestes-là. Je ne sais pas ce que vous proposez. Est-ce qu'il faut mettre un policier derrière chaque Français pour vérifier qu'il serre la main à personne, pour vérifier qu'il se rapproche de personne ? Voilà, on considère que les Français sont responsables, qu'ils sont adultes et qu'ils peuvent respecter ces règles. Et c'est ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. C'est un concert qui était organisé par la municipalité de Nice. Je crois que les gestes barrières, les recommandations ont été rappelées pendant la soirée. Est-ce que ça doit amener à réfléchir sur la manière dont on organise ces grands événements à l'avenir ? Si on constate que la foule ne veut pas respecter les règles, à ce moment-là, est-ce qu'on ne dit pas on stoppe l'événement ? Ça peut faire partie des réflexions qu'on va avoir. Vous y réfléchissez au gouvernement ? Par définition, je vous disais qu'on était vendredi encore en conseil de défense. On se réunit très régulièrement autour du président avec une préoccupation maximale pour faire en sorte que l'épidémie ne reparte pas en France. Donc les règles peuvent bouger, elles peuvent se durcir. Mais on les adapte par définition en fonction de la situation, comme depuis le début. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que jusqu'à maintenant, parce que les Français ont été responsables, parce qu'ils ont respecté les gestes, les consignes, on est dans une situation où, contrairement à certains de nos voisins ou certains pays, on n'a pas eu à reconfiner massivement des villes ou des quartiers. Ça viendra peut-être, je ne le souhaite pas. Alors en tout cas, on est dans cette donne-là. Vous disiez, Gabriel Attal, que proposez-vous ? C'est pas nous qui proposons, ce sont les médecins. Vous avez lu le Parisien peut-être ce matin, une tribune, 14 médecins qui disent il faut rendre le port du masque obligatoire, les mots sont précis, dans tous les espaces clos où il y a du public. Donc là, on est sur un autre sujet, puisque en l'occurrence, c'était un événement en plein air. Mais je vous ferai un peu la même réponse que je viens de vous faire. On a aujourd'hui un port du masque qui est
obligatoire dans certains cas, dans les transports notamment, dans un milieu professionnel quand les règles de distance ne peuvent pas être respectées, qui est fortement recommandé ailleurs. Et encore une fois, jusqu'à maintenant, on voit que ces recommandations, elles ont été respectées massivement par les Français et on parie sur ça et on veut continuer à parier sur ça. À ce stade, évidemment, encore une fois, on regarde, on s'adapte à une situation qui est évolutive. De prévention de la part du gouvernement à rendre quelque chose qui n'est pas si contraignant que ça. Porter un masque dans un espace clos, pourquoi ne pas le rendre obligatoire ? Je ne crois pas qu'on puisse considérer qu'on n'a pas eu le courage de prendre des mesures, y compris quand on a mis en place un confinement pour tous les Français. On a dit à tous les Français de rester chez eux. Oui, mais c'est tout ou rien avec vous. Soit on confine tout le vrai. monde, soit on rechigne à rendre obligatoire le port du masque en espace clos. Ça paraît pas être Je ne suis pas d'accord avec vous. Ce que je vous dis, c'est que on considère que les Français, les citoyens français sont responsables, que quand on leur donne des recommandations, ils les respectent très massivement. Et moi, j'entends parfaitement que des personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent en ce moment soient énervées quand elles voient que d'autres Français ne respectent pas les conditions. Mais massivement, c'est ce qui est fait aujourd'hui. En Belgique, ils ont décidé hier de rendre obligatoire le port du masque dans tous les lieux clos publics. J'ai vu cette décision qui a été prise en Belgique. Est-ce que quand même vous y réfléchissez ? Est-ce que vous pourriez le faire ? Mais par définition, on réfléchit en permanence. Et on s'adapte en permanence à la situation. Et évidemment que des décisions qui sont prises par d'autres, qui ne sont pas prises par tous, on les regarde et on adapte. En échangeant avec le Conseil scientifique, avec le Haut Conseil à la santé publique, et on prend les décisions qui s'imposent. On vous sent hésitant ce matin, Gabriel Attal. Pourquoi, effectivement, Apolline le disait, la Belgique a décidé de rendre obligatoire le port de masque dans tous les lieux publics. Il y a beaucoup de pays en Europe qui rendent obligatoire les tests PCR à l'entrée du territoire. Si vous êtes un touriste, que vous allez en Grèce, par exemple, on vous demande ce test. On ne le fait pas en France. Et donc, on voit se développer des zones où l'épidémie frémit par autour de Roissy, parce que la France n'a pas rendu ces tests obligatoires. Non, par définition, ce que je dis, c'est qu'on s'adapte. Vous prenez l'exemple des tests aux aéroports. C'est un sujet qui a été abordé en Conseil de défense avec le président de la République vendredi. Et on va annoncer aujourd'hui qu'on va systématiser les tests à l'aéroport pour les voyageurs qui viennent de pays dits rouges, c'est-à-dire les pays où le virus circule le plus. Dans des pays où le virus ne circule pas plus qu'en France, il n'y a pas de raison d'avoir des mesures supplémentaires, même si tout le monde adopte la vigilance quand il arrive sur le territoire national. Donc une liste de pays va être publiée aujourd'hui, demain ? Oui, il y a déjà des pays qui sont une liste de pays qui est publiée, qui sont des pays où le virus circule très fortement. Il y aura, je crois, une quarantaine de personnes qui vont se relayer en permanence dans nos aéroports. On va pouvoir, dans les premiers jours, faire 2000 tests PCR par jour. Évidemment, des personnes qui auront pu faire un test depuis le pays d'origine n'auront pas à le refaire en arrivant à Paris, en France. Il faudra qu'elles puissent produire la preuve qu'elles ont fait un test. Mais oui, vous voyez qu'on s'adapte. Il y a cette situation, il y a cette question des aéroports qui était posée. On prend la décision et c'est ce qui va être mis en place tout de suite ? Ça va être mis en place là dans les jours qui viennent. Et si on rendait les masques obligatoires, par exemple dans les lieux publics, est-ce que vous envisageriez de les rendre gratuits, ces masques ? D'abord, moi je veux rappeler tout ce qui est fait pour que tout le monde puisse accéder à un masque. Encadrement des prix. Il devait s'arrêter hier soir, je crois, normalement. On l'a reconduit jusqu'en 2021, on encadre les prix. On distribue des masques gratuitement pour les personnes qui sont les plus précaires via les CCAS dans les communes qui s'occupent, qui sont en lien en permanence avec les publics les plus précaires. Je crois que c'est plusieurs millions de masques qui sont livrés chaque semaine pour ça. Donc évidemment, cette politique, elle se poursuit, indépendamment de savoir d'ailleurs si le masque est obligatoire ou pas. Ça vous montre que quand on fait une recommandation et qu'on considère qu'il faut que tous les Français puissent porter un masque, on met les moyens en permettant aux Français, y compris ceux qui ne peuvent pas se payer un masque, d'en obtenir un. Vous disiez tout à l'heure, on réfléchit, et y compris quand on voit les images du rassemblement hier soir à Nice, quand on sait que ce soir il y aura effectivement ce match au Havre, on réfléchit pour l'organisation des événements. Est-ce que le 14 juillet qui arrive donnera lieu à des décisions particulières ? D'abord, il y a des recommandations très forte pour le 14 juillet. C'est comme jusqu'à maintenant, tous responsables. Encore une fois, vous allez rester au stade des recommandations. Il y a des décisions d'interdiction qui ont été prises localement parce que la situation du virus n'est pas la même partout. Il y a des villes où il n'y aura pas de bal des pompiers, il y a des villes où il n'y aura pas de feux d'artifice ou de fêtes populaires. Je pense notamment à Laval en Mayenne. À Paris, je crois qu'il n'y a pas de bal non plus. Donc il y a une adaptation au niveau local en fonction de la circulation du virus. Mais ce qu'on recommande à tout le monde, c'est de respecter les distances, de porter un masque et rien de plus spécifique. Et de 14 juillet de porter un masque et de télécharger l'application Stop Covid, je le rappelle, qui est une application qui permet, quand on l'a sur son téléphone, d'être alerté dans les jours qui viennent, dans les jours qui suivent, si quelqu'un qu'on a croisé. On en est où de cette application ? Vous avez les chiffres de plusieurs millions de téléchargements. Plusieurs millions de téléchargements. Il y a plusieurs millions de téléchargements. On est autour de 2 millions il y a encore quelques jours. Voilà, forcément, je vais vous dire, j'aimerais qu'il y ait plus de téléchargements. Et peut-être que ce qui se passe, que ce qu'on voit, que ce débat qui revient, que les alertes des scientifiques vont amener plus de monde à télécharger cette application. Apolline, si vous permettez, il y a encore
on a l'impression de retomber dans ce décalage entre le discours des médecins et celui des politiques. Vous écoutez tous les médecins depuis quelques jours, ils tirent la sonnette d'alarme à nouveau. Ils disent les gestes barrières ne sont plus respectés. Vous dites on fait confiance. Les Français les respectent dans leur ensemble. J'entends deux discours différents. Non, c'est pas du tout deux discours. Moi, je vous dis qu'il y a une responsabilité pour les Français, qu'il peut y avoir un relâchement, je l'ai pas nié, mais qu'on rappelle à cette responsabilité. Et vous parlez de la parole des médecins. Elle est essentielle, elle est très importante. Si on avait écouté massivement et uniquement la parole des médecins, on n'aurait pas rouvert les écoles. Et je crois que les Français étaient quand même satisfaits qu'on puisse rouvrir les écoles avec des conditions sanitaires strictes. À l'époque, tout le monde a dit que le président de la République, y compris des médecins, faisait une erreur de rouvrir les établissements scolaires. On l'a fait, on l'a assumé avec des conditions de sécurité sanitaire très strictes. Et je pense que les Français sont aujourd'hui satisfaits, même si maintenant c'est les vacances, que les écoles aient été rouvertes à ce moment-là. C'est un exemple du fait que... ce matin de rendre les masques obligatoires dans les lieux publics. Vous ne le faites pas. Mais ce que je vous dis, Christophe Jacubizine, c'est qu'on tient compte de tout. On tient compte de ce qui se passe dans le pays, on tient compte de la situation épidémique, on tient compte des alertes qui sont faites par les scientifiques. C'est pas moi qui vais faire prendre des décisions ici. On ferme la porte à rien. Parce que ce que nous a montré cette épidémie depuis le début, c'est que quand on fermait la porte à quelque chose, en général, ce n'était pas une très bonne idée, puisque, par définition, la situation évolue. Une question qui se pose et qui est une question qui s'installe véritablement, c'est la question des femmes, du féminisme de Gérald Darmanin et d'Éric Dupond-Moretti. Mais en particulier, Gérald Darmanin nommé à l'intérieur. Plusieurs manifestations ont eu lieu dans toute la France hier. Il y a la question de la justice, il y a la question des manifestations, on va y revenir. Mais je voudrais vous interroger, vous, sur les faits. Au-delà de la question des jugements, les faits qui ont été reconnus par Gérald Darmanin, est-ce que ça ne vous met pas mal à l'aise ce qui s'est passé? Je rappelle simplement les faits, avoir eu des faveurs sexuelles d'une femme au moment où elle demandait un service, c'était à Paris lorsqu'il était cadre des Républicains, et puis une autre à Tourcoing qui dit, elle, s'être ressentie obligée de lui prodiguer une fellation en échange du fait qu'il allait s'occuper de son dossier de logement. Est-ce que ça vous dérange pas? Attendez, moi, d'abord, je n'ai pas à rentrer dans les faits. Il y a une enquête et des investigations qui sont en cours. Si je rentrais dans les faits, on me le reprocherait à juste titre. Je ne peux pas rentrer dans les faits. Ce qui est normal, vous les lui reprocheriez. Mais ce qui est normal, c'est ça que vous dites. Les faits, vous les lui reprocheriez. Non, je dis que je n'ai pas de commentaires à faire sur les faits et sur l'affaire elle-même, puisqu'il y a des investigations en cours. Et que si je commençais à faire des commentaires, on me le reprocherait à juste titre. Moi, ce que je dis, c'est que, il y a des investigations. Et on est dans un état de droit. Et des investigations qui sont rouvertes. Qui se tiennent, elles sont rouvertes, puisqu'il y a eu, je crois, 2 classements sans suite, un non-lieu. Mais il y a des investigations, et je n'ai pas à dire que c'est normal ou pas normal, c'est un état de droit, et c'est ce qui se passe. Moi, ce que je veux simplement dire, c'est que j'ai le sentiment parfois qu'il y a un risque à ce qu'on bascule dans une présomption de culpabilité qui remplacerait la présomption d'innocence. La présomption d'innocence, c'est un principe constitutionnel en France. Et je pense que les Français y sont attachés. Oui. Et si on commence à dire qu'il y aurait une brèche dans ce principe-là, que finalement, pour certains, on pourrait considérer qu'il n'y a pas de présomption d'innocence, qu'est-ce que ça veut dire pour demain? Ça veut dire qu'un Français qui travaille dans une entreprise, qui est accusé de quelque chose, son employeur pourrait lui dire, attendez, non, vous êtes accusé. Mais c'est le cas, regardez, Gabriel Attal, cette brèche sur le principe de présomption d'innocence, c'est Emmanuel Macron qui l'a creusé. Pourquoi est-ce que cette présomption d'innocence vient protéger Gérald Darmanin ou Olivier Dussopt, d'ailleurs, et n'a pas protégé François Bayrou, n'a pas protégé Richard Ferrand, n'a pas protégé Madame de Sarnez, qui ont dû quitter le gouvernement en 2017 sur des soupçons. Ils n'étaient même pas mis en examen à l'époque. Ça n'a rien à voir, c'est eux qui ont demandé à quitter le gouvernement. Non, écoutez, ça c'est une fable qu'on raconte aux enfants. C'est pas une fable qu'on raconte aux enfants. Je sais que ça a été raconté maintes fois, mais qui peut croire? Pour avoir eu l'occasion d'en parler avec eux, c'est eux qui ont considéré à un moment qu'ils préféraient être en dehors du gouvernement, d'ailleurs pas uniquement pour des raisons des affaires dans lesquelles, des accusations qui pesaient sur eux, mais parce qu'ils préféraient être en dehors du gouvernement, soit pour présider le groupe à l'Assemblée nationale, soit pour faire autre chose. En l'occurrence, c'est le cas pour François Bayrou et Marielle protéger de Sarnez. Aussi le président de site d'affaires. Est-ce que là, Emmanuel Macron n'a pas pris un risque supplémentaire, effectivement, en choisissant de nommer Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur? Est-ce que, par exemple, vous pouvez nous garantir ce matin que les policiers qui vont, sous l'autorité du juge d'instruction, instruire cette plainte, auront toute liberté pour procéder à leur enquête? Bien sûr. Sachant qu'ils sont évidemment sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Oui, sous une autorité judiciaire, comme vient de le rappeler Christophe Jacubizine. C'est important de le dire. Les investigations, elles sont menées par des policiers, certes, sous une autorité judiciaire, la justice étant indépendante. Et évidemment que le président de la République et le Premier ministre, quand ils décident de nommer Gérald Darmanin ministre de l'Intérieur, ils le font, parce qu'ils lui apportent leur confiance, et 2, parce qu'ils savent que les investigations en cours
discours pourront se mener dans les conditions normales. Vous redoutez pas quand même d'être empêché? C'est-à-dire quand on voit ces manifestations qui se multiplient et qui sans doute pourraient, à chaque déplacement de Gérald Darmanin, polluer. Est-ce que vous n'avez pas quand même, en effet, pris un risque? Est-ce qu'il ne fallait pas, je ne sais pas, si Gérald Darmanin avait été ministre du Travail, comme ça a été longuement évoqué visiblement jusqu'à la dernière minute, comme l'une des options possibles, ça n'aurait pas été la même chose que ministre de l'Intérieur alors qu'il y a une enquête en cours? Écoutez, moi ce que je sais, c'est que le président de la République et le Premier ministre, ils ont fait confiance à Gérald Darmanin à ce poste-là et ils l'ont fait en connaissance de cause. Et ce que je vois, moi, c'est que Gérald Darmanin, depuis une semaine presque qu'il est ministre de l'Intérieur, il est sur le terrain, il est au contact de ses troupes, il a déjà fait des annonces très fortes qui étaient attendues, je pense aux pompiers sur l'augmentation de la prime de feu, et je pense que les policiers, les pompiers, tous les personnels qui dépendent du ministère de l'Intérieur, qui attendaient des discours mais aussi des actes forts, ils les ont aujourd'hui en face d'eux et c'est ça qui est très important. Il y a un problème de clarté, de cohérence, de perception du message avec ce remaniement. Emmanuel Macron a fait de l'égalité femmes-hommes la grande cause nationale du quinquennat. Il avait déclaré, vous vous en souvenez forcément, vous étiez dans la campagne en 2017, je vais nommer un Premier ministre sur ses compétences, mais j'aimerais que ce soit une femme. Résultat des courses, c'est Jean Castex. Ça n'existait pas, une femme avec les compétences équivalentes à celles de Jean Castex? C'est pas moi qui choisis le Premier ministre, et Emmanuel Macron a choisi Jean Castex. Je pense qu'il a eu raison de choisir Jean Castex, parce que depuis une semaine maintenant qu'il est Premier ministre, je vois au quotidien, on était encore en réunion de travail hier avec tout le gouvernement, son implication, son envie de dialoguer, son envie d'écouter, son envie de concerter et surtout d'agir très vite, parce qu'on ne peut pas attendre avec la crise qui est devant nous, et il a fait ce choix. Mais l'égalité entre les femmes et les hommes, ça a été et ça reste la grande cause de ce quinquennat. Il y a des mesures très fortes qui ont été prises, je pense que c'est important quand même de les rappeler, sur le harcèlement de rue, sur la lutte contre l'excision, sur le 39-19 pour les violences. Je veux dire, c'est des mesures très fortes sur la formation, justement, de nos policiers pour recueillir les plaintes des femmes qui sont victimes de violences. Toutes ces mesures, elles ont été prises. Et il y en a d'autres qui seront prises avec la nouvelle ministre, Elisabeth Moreno. Égalité femmes-hommes, c'était un secrétariat d'État jusqu'au dernier remaniement. Ça devient un ministère avec Elisabeth Moreno qui va continuer à prendre des mesures, mais justement, notamment Marlène sur l'égalité dans l'entreprise. Marlène Schiappa, lorsqu'elle était dans ce poste-là, disait aux entreprises, et elle l'a dit à plusieurs reprises, si vous voulez des femmes, vous les trouverez. Ce qui veut bien dire qu'il ne voulait pas de femmes. Parce que sinon, il l'aurait trouvé. On a aujourd'hui 16 femmes au gouvernement qui sont sur des ministères extrêmement importants. Qui était « je souhaite que ce soit une femme Premier ministre ». C'était un souhait. Il a exprimé un souhait. Oui, mais je pense que d'ailleurs c'est sincère. Et à un moment, donc il n'y a pas de femme compétente. Mais il a considéré à ce moment-là que le mieux pour faire ce travail de Premier ministre, c'était Jean Castex. Et encore une fois, moi je pense qu'il a eu raison de le faire. Vous étiez le ministre d'Édouard Philippe. C'était quoi le problème d'Édouard Philippe? Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il parte? Alors, moi je n'ai jamais parlé de problème Édouard Philippe. On voit bien qu'il y a un tournant aujourd'hui dans le pays, avec cette crise historique, qui est à la fois une crise sanitaire et qui est maintenant une crise économique et sociale, qui nécessite des mesures très fortes, qui nécessite un plan de relance, qui a déjà commencé, qui va se poursuivre. Et donc, le président a voulu changer d'équipe, et je pense qu'il a eu raison de le faire. Il a gardé des personnes issues de la précédente équipe, j'en fais partie. Moi, vous savez, j'ai pas envie de jouer au jeu des 7 différences entre Édouard Philippe, Jean Castex. Elles sont pas très grandes non plus. C'est 2 parcours différents, c'est 2 expériences différentes, c'est 2 personnalités différentes. Édouard Philippe, ça a été un grand Premier ministre qui a fait face à des crises majeures. Il y a eu le coronavirus, il y a eu le moment de tension sociale sur la réforme des retraites, les gilets jaunes. Il a posé les fondements très solidement du projet politique d'Emmanuel Macron. On va continuer à déployer maintenant avec une nouvelle donne qui est cette crise. Ah non, je crois pas du tout. J'ai entendu que des journalistes disaient ça. C'est pas ça le sujet, encore une fois. Le sujet aujourd'hui, c'est qui est en capacité d'agir tout de suite, d'emprunter ce nouveau chemin qu'a annoncé le président de la République. Il y aura des annonces très fortes la semaine prochaine sur ce sujet. Et c'est cette nouvelle équipe autour de Jean Castex. Et précisément, on y revient juste après une pause. Et on poursuit ce BFM politique avec vous, Gabriel Attal. La question de la crise qui s'installe en France. Un plan de relance. Pourquoi attendre septembre pour un plan de relance? Pourquoi vous n'y allez pas plus vite? Pourquoi vous ne vous accélérez pas? On n'a pas du tout attendu septembre pour le plan de relance. Le plan de relance, il a démarré dès le début de la crise. 430 milliards d'euros qui ont été
dépensés justement pour faire face à la crise et pour permettre de relancer le pays. Sur le chômage partiel, sur les prêts garantis par l'État aux entreprises, sur le fonds de soutien et de solidarité, sur les mesures qui ont été annoncées dans différents secteurs. Je pense à l'aéronautique, je pense à l'automobile, aux livres, à l'hôtellerie, à la restauration, à la culture. En tout, c'est 430 milliards d'euros. Donc la relance, heureusement qu'elle a déjà commencé, parce que sinon, ce n'est pas des entreprises, c'est des secteurs entiers qui auraient été rayés de la carte de l'économie française. Et évidemment, ça va se poursuivre. Gabriel Attal, le gouvernement nous dit lui-même qu'il prépare un plan de relance pour septembre. Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, dit aujourd'hui dans JDD que pourquoi attendre ? On peut très bien, en ce moment, on discute à l'Assemblée un projet de loi de finances rectificative. Pourquoi ne pas rajouter les mesures du plan de relance ? Par exemple, les mesures pour le plan jeune, une génération sacrifiée, 700 000 jeunes qui vont arriver sur le marché de l'emploi en septembre. Pourquoi ne pas préparer les mesures dès maintenant ? Quand j'ai vu passer cette interview et ces déclarations de Xavier Bertrand, franchement, au début, j'ai cru que c'était une plaisanterie. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il peut dire que le gouvernement attend et n'agit pas ? Heureusement que dans sa région, les entreprises, les PME, elles ont pu bénéficier du fonds de soutien. Heureusement que les entreprises et les salariés ont pu bénéficier du chômage partiel. Heureusement que les mesures qu'on prend et qu'on a prises à plusieurs milliards d'euros pour les différents secteurs de l'économie, elles bénéficient aussi à sa région. Et le plan jeune ? Il devrait plus regarder, Xavier Bertrand, ce que fait le gouvernement, plutôt que de regarder l'élection présidentielle dans 2 ans. C'est qu'il est en campagne. Bah oui, il a annoncé pour vous, déjà il y a un an. Cette interview, mais évidemment, je veux dire, on a le droit d'être critique. On a le droit de dire qu'il y a des choses qui ne sont pas bien faites, qu'il y a des choses qui pourraient être mieux faites, qu'il y a des choses sur lesquelles on devrait aller plus loin. Mais franchement, expliquer là aujourd'hui devant les Français que le gouvernement ne fait rien et qu'il attend, alors que toutes les mesures qui ont été prises sont massives et sont inédites dans notre pays, je trouve pas ça honnête. Voilà, c'est pas honnête. Il a le droit de faire des critiques. Il est d'accord avec vous sur un chiffre, 800 000 chômeurs de plus cette année. C'est ce que dit Bruno Le Maire, c'est ce que dit aussi Xavier Bertrand. Oui. Concrètement, notamment beaucoup de jeunes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail ? Déjà, sur cette question du chômage, il y a des mesures qui sont prises sur le nouveau système d'activité partielle, où en gros, on dit à des entreprises, votre activité va peut-être pas reprendre totalement tout de suite. Mais plutôt que de licencier vos salariés, on vous aide à les garder, un peu comme on a fait pendant le chômage partiel pendant le confinement. En gros, on vous donne de l'argent pour les payer. Pendant ce temps-là, ils se forment et c'est le temps de passer la crise. Et ensuite, quand vos carnets de commandes reviendront à la hausse, eh ben, ça repartira normalement, mais ça évite de licencier. Il y a des accords qui commencent à être signés. Je crois que le premier, c'était Safran qui en a signé un. Et donc ça, c'est une garantie très forte. Il y a d'autres mesures qui vont être prises. Sur la question plus spécifique des jeunes, j'ai beaucoup regardé le sujet puisque j'étais jusqu'à il y a quelques jours secrétaire d'État en charge de la jeunesse. Il y a des mesures massives qui vont être annoncées. Mais d'abord, pour les annoncer, il faut qu'on soit sûr qu'elles seront efficaces. Vous êtes plutôt donc, il faut les exonération de charge ou prime à l'embauche ? Moi, je suis pour ce qui fonctionne. On est en train de regarder les 2 pistes, je ne vous le cache pas. On regarde soit la piste de la prime à l'embauche, soit la piste des exonérations de charges. Ce qu'il faut, c'est que ça soit efficace et que ça incite les entreprises à recruter des jeunes. Il y a 700 000 jeunes qui doivent rentrer sur le marché du travail. Derrière, c'est aussi des parents, des grands-parents qui sont très inquiets. Il y a beaucoup de Français inquiets de cette question. Et légitimement, si on ne fait rien, on sait que les jeunes, ça sera la génération sacrifiée. On ne veut pas que ça soit une génération sacrifiée. Et donc, on va prendre des mesures fortes aussi pour des jeunes qui sont sans formation, sans diplôme, pour les aider à se former, pour les aider à ne pas sombrer dans la précarité avec des dispositifs comme la garantie jeune, pour les aider à s'engager s'ils ont envie de participer à la relance du pays avec le service civique et d'autres dispositifs. Le président l'annoncera dès mardi 14 juillet. Ça va être annoncé très prochainement. Je ne sais pas si ça sera annoncé mardi par le président, mercredi par le Premier ministre ou juste après. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, et la garantie très forte que je peux vous donner pour le coup là, parce que j'ai travaillé ce plan, c'est qu'il sera massif et qui permettra d'apporter une solution à chaque jeune. Dans le Parisien ce matin, nous révélons un document de travail concernant la réforme des retraites, dans lequel on découvre que l'une des pistes envisagées pour mener tout de même à son terme cette réforme, c'est la clause du grand-père pour tout le monde. J'explique, ça voudrait dire que la réforme ne s'applique qu'aux nouveaux entrants sur le marché du travail, ce qui repousse au calendrier grec la réalité de la réforme. C'est quelque chose d'envisagé, ça, Gabriel Attal, à votre connaissance ? Je veux dire, moi, je suis nouveau porte-parole du gouvernement, mais je vois bien comment ça fonctionne. Si je dis que quelque chose est envisagé, tout de suite, il va y avoir les titres, les bandeaux qui disent « le gouvernement envisage de ». Donc je fais très attention à ce que je dis. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on souhaite mener au bout la réforme des retraites. Est-ce qu'il faut que ça soit exactement la réforme qui avait été présentée avant la crise du coronavirus ? Sans doute pas. Est-ce qu'il faut renoncer aux principes de cette réforme, qui sont, je le rappelle, plus de justice, avec des régimes spéciaux qui font qu'aujourd'hui, vous ne partez pas au même moment à la retraite, alors que parfois vous faites le même métier. Donc il y aura un régime dans des villes différentes ou dans des entreprises différentes. Il y aura un régime universel avant la fin du quinquennat. On veut un régime qui est équilibré. Je crois qu'avant la crise, le Conseil d'orientation des retraites disait qu'il y avait un déficit de 10 milliards d'euros en 2025. Qui s'est empiré encore. Qui s'est empiré avec la crise qu'on connaît. Et
On parlait tout à l'heure de la jeunesse. Moi, j'étais secrétaire d'État en charge de la jeunesse. Je suis jeune. Moi, j'ai pas envie qu'on laisse à la jeune génération la dette sociale des retraites et que ça soit elle qui a payé ensuite dans quelques années pour les non-choix qu'on ferait aujourd'hui. Donc, il y aura une réforme des retraites qui ne sera pas uniquement une réforme où on augmentera le nombre de trimestres. Une fois qu'on a dit ces principes, on travaille en ce moment avec les partenaires sociaux. Je crois que Jean Castex a fait cette semaine, entre tous ses déplacements, 14 réunions avec les partenaires sociaux, qui va les revoir encore la semaine prochaine. Il les revoit le 17 juillet. En format collectif, en fin de semaine prochaine, pour avancer avec eux. Ni la CGT, ni la CFDT, ni le MEDEF. Ils disent tous qu'une réforme des retraites, ce n'est pas le moment de la faire. La CFDT, elle soutenait le principe de régime universel tel qu'il était présenté. Considère que c'est pas le moment. Mais je vais vous dire, il y a des discussions en cours justement pour regarder qu'est-ce que serait cette réforme des retraites qu'on présenterait aujourd'hui, qui permettrait de poursuivre les mêmes principes, peut-être de manière différente. Oui, il y a eu des irritants, sans doute, dans cette réforme, qui ont entraîné une contestation sociale. Est-ce qu'on arrive à les lever ensemble en discutant ? On ne va pas nous reprocher maintenant d'essayer de discuter et d'essayer de concerter avec tout le monde, alors qu'auparavant, on nous reprochait de ne pas le faire suffisamment. Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron tient à ce point à faire cette réforme maintenant ? Tout le monde lui dit c'est pas le moment. Les syndicats disent même laissez-nous nous concentrer sur les plans sociaux. Il faut qu'on sauve les emplois. Est-ce que c'est parce qu'il a ce besoin que tous les chefs d'État ont au bout d'un moment, c'est de laisser une trace dans l'histoire sur son quinquennat ? Non, mais je viens de vous dire. Vous dites cette réforme. Quelle est l'urgence ? Vous dites cette réforme. Quelle réforme ? Il y a une réforme qui a été présentée avant la crise. Encore une fois, si on discute avec les partenaires sociaux, c'est pas pour présenter la même réforme que celle qui avait été adoptée à l'Assemblée nationale. Il avait Sinon, fallu ça n'aurait 2 pas ans de sens concertation pour arriver à celle-là. Ça n'aurait pas de sens de discuter. Et là, ensuite, vous dites pourquoi. Mais est-ce que notre vision du système de retraite tel qu'il existe aujourd'hui a changé avec la crise ? C'est-à-dire un système qui n'est pas juste pour tout le monde. Un système où ceux qui ont les métiers les plus pénibles, ont les plus bas salaires, sont des femmes, ont moins de droits à la retraite que les autres. Est-ce que ça a changé ? Non. Et même ce qu'on a vu avec les métiers les plus pénibles, les plus difficiles pendant la période du coronavirus et du confinement, c'est justement ceux-là qui aujourd'hui ont moins de droits à la retraite. Quand vous voyez que les partenaires sociaux, et notamment la CGT, prévoient déjà une journée de grève en septembre, le 17 septembre, est-ce que vous redoutez la rentrée ? Est-ce que vous redoutez une rentrée chaude, comme on dit ? On sait qu'il y aura une rentrée sociale difficile. On voit bien qu'il y a des plans sociaux qui sont annoncés. On est totalement mobilisé pour à la fois travailler avec les entreprises pour qu'elles maintiennent l'emploi. On peut prendre secteur par secteur, entreprise par entreprise. Il y a des actes très forts qui sont portés. Je pense à Conforama, par exemple. 9000 salariés en France. On nous annonçait une entreprise qui allait disparaître. Bruno Le Maire, Agnès Pannier-Runacher, ils sont mis autour de la table avec les dirigeants. Ils ont accordé un prêt garanti par l'État. Ils ont permis à l'entreprise de se rapprocher de but. Et on peut maintenir les emplois. Voilà, on fait entreprise par entreprise. Maintenant, moi, ce que je constate aussi, pour revenir sur les syndicats, c'est que tous saluent la méthode. Et tous saluent le fait qu'il y a un dialogue, qu'il y a une écoute par Jean Castex. Ils l'ont tous dit. Et je pense que ça aussi, il faut le reconnaître et il faut le souligner. Alors l'un des défis majeurs, il y en a beaucoup devant ce nouveau gouvernement, c'est de relancer l'économie tout en préservant l'environnement, tout en ne relâchant pas la pression sur la préservation de l'environnement. Vous avez une nouvelle ministre, nous avons en France une nouvelle ministre, Barbara Pompili. Elle déclare ce matin dans Le Parisien « Je ne suis pas là pour faire de la figuration ». En général, quand on a besoin de le dire, c'est que ça part pas très bien. Je peux vous dire, quand on connaît Barbara Pompili, on ne doute pas qu'elle vienne pour faire de la figuration. C'est une militante de la cause écologique depuis toujours, à Europe Écologie Les Verts notamment, et puis avec nous. Et elle est là pour faire, elle est là pour agir. Et moi, je n'oppose pas la relance économique et la protection de l'environnement. Je pense que c'est un non-sens. Quand on dit, par exemple, qu'une manière de protéger l'environnement et d'agir pour l'écologie, c'est d'isoler les bâtiments, c'est de faire en sorte que des appartements, des bâtiments publics soient plus des passoires thermiques, comme on les appelle. C'est à la fois protéger l'environnement et ça crée des emplois parce qu'il va falloir isoler les bâtiments, il va falloir penser des nouveaux schémas d'organisation. Mais ça, c'était les deux sont conciliables. Tout ce dont vous nous parlez là, c'est des choses qui étaient déjà dans les tuyaux, même sous François Hollande. Sauf que depuis, il y a eu ces élections municipales avec une vague verte nette, claire, à peu près partout sur le territoire. Et la réponse immédiate à ces élections à coloration très écolo, c'est la nomination d'un gouvernement qui, franchement, ne donne pas le sentiment de faire de l'écologie sa priorité. Et c'est pas moi qui le dis, mais c'est Laurence Toubiana, qui est donc la coprésidente de la Convention citoyenne pour le climat, qui estime, je la cite, que le compte n'y est pas, le gouvernement Castex n'incarne pas le changement écologique auquel aspire le pays. Je comprends pas. Elle est où l'écologie en plus d'avant, quoi ? Et je vais vous dire, moi je pense qu'il y a ceux qui considèrent qu'on fait de l'écologie en incarnant, c'est-à-dire en parlant, en disant, et puis il y a ceux qui considèrent qu'on fait de l'écologie en faisant.
Et c'est ce qu'on va faire. Oui, il va y avoir une accélération. Vous disiez que c'était dans les tuyaux depuis des années. Je ne suis pas sûr qu'il y avait dans les tuyaux depuis des années 15 milliards d'euros en plus pour la transition écologique et un plan aussi massif que celui qu'on va présenter sur l'isolation du bâti. Oui, il y a des dossiers qui étaient dans les tuyaux depuis des années et ceux-là, on les a plutôt fait aboutir avant même les élections municipales. Je pense à Notre-Dame-des-Landes. Alors ça fait des années, des décennies que tout le monde cristallisait autour de cette situation l'enjeu écologique. Parce que c'était aussi une question de maintien de l'ordre. Mais on a assumé de prendre une décision. Les écologistes ne parlaient quasiment que de ça depuis des années, des décennies. On a pris la décision, on a assumé de ne pas faire Notre-Dame-des-Landes. Aujourd'hui, plus personne n'en parle, tout le monde considère que c'est oublié, que c'est normal. Fessenheim, François Hollande, vous le citiez tout à l'heure, il avait annoncé pendant sa campagne qu'il allait fermer Fessenheim. Ça n'a jamais été fait. Et nous, on le fait. C'est une bonne idée de fermer alors que le coût d'électricité par Fessenheim est bien moindre que... C'est un engagement qu'on a pris, on le fait et on aide. Vous le faites parce que vous êtes engagé, pas parce que c'est rationnel. Non, parce qu'on veut réduire la part du nucléaire dans notre mix énergétique. Ça fait un peu abstrait tout ça, mais aujourd'hui, je crois que c'est 75% ou 70% de notre électricité qui est produite par le nucléaire. C'est pas sain en termes de gestion des déchets nucléaires, c'est pas sain en termes de gestion de l'eau, parce qu'il faut beaucoup d'eau pour refroidir. Et donc on veut faire baisser la part du nucléaire. Vous fermez des centrales, vous allez en ouvrir d'autres. Ça veut dire qu'on ferme des centrales, et notamment celles qui sont vieillissantes, parce qu'il y a aussi un enjeu de sécurité. C'est pas ce que dit l'autorité de sécurité les salariés, comme vous savez, on aide les salariés à trouver un emploi, on développe des secteurs d'avenir, et ça on l'assume. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même des dossiers. Depuis des années, on nous expliquait que personne n'arrivait à les faire avancer, c'était des dossiers écologistes. Et aujourd'hui, nous, on les fait avancer et on va continuer à le faire et on va accélérer. Mais je pense que ce qu'attendent les gens, c'est plus des actes et des actions concrètes. Ce qu'on a fait aussi sur la prime pour l'automobile, pour que les gens puissent changer de voiture et avoir des voitures qui polluent moins. 7 000 € quand même de prime, on l'a augmenté énormément. Voilà, ça c'est des actes concrets. L'écologie du concret, c'est aussi ce que font les maires écologiques élus la semaine dernière, qui disent que par exemple, il faut interdire les voitures dans les centres-villes, qu'il faut mettre en cause peut-être les antennes 5G, qu'il faut piétoniser les centres-villes. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette écologie-là ? Moi d'abord, je vais vous dire, s'ils ont été élus et que c'était dans leur programme, qui mettent en place leur programme. Je ne vais pas donner des leçons et expliquer qu'il ne faut pas mettre en place le programme sur lequel on a été élu. Peut-être que derrière, ils prendront des décisions, qu'à l'occasion de futures élections, ça refera débat, etc. C'est la vie démocratique dans notre pays. Je vais vous dire, moi... Vous n'êtes pas choqué par ces politiques écologiques qui sont menées dans mes adversaires sur l'écologie, c'est ceux qui considèrent qu'il n'y a pas de sujet aujourd'hui, qu'il n'y a pas de problème de réchauffement climatique. Et il y en a même dans la politique française. Il y a quelques mois encore, il y a un député Les Républicains à l'Assemblée nationale, au moment des questions d'actualité au gouvernement, qui a pris la parole et qui a repris toutes les thématiques et tous les arguments des climato-sceptiques qui nous expliquent qu'il n'y a pas de problème de réchauffement climatique. Moi, c'est eux que je cible. Et c'est eux que je veux combattre démocratiquement. Et c'est pour ça qu'on agit. Après, évidemment, on peut avoir des débats sur la 5G, sur d'autres sujets. Moi, la 5G, je pense que c'est une très belle opportunité pour les Français. Non pas pour regarder du porno dans l'ascenseur, comme j'ai entendu le maire de Grenoble le dire, mais pour la télémédecine, pour permettre à des Français qui n'ont pas de médecin physiquement près de chez eux d'accéder à des soins, comme on l'a vu se développer pendant le confinement. C'est une opportunité en termes d'emploi, c'est une opportunité pour permettre à des entreprises d'aller s'installer dans des territoires où aujourd'hui il y a peu d'activité économique, parce qu'il n'y a pas assez de débit, de fibres, etc. Mais est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas de risque sur la 5G? Je crois qu'il y a des avis sanitaires qui ont été rendus et qui sont assez clairs sur le sujet. Je ne suis pas un spécialiste de ces questions, mais les choses me semblent claires et transparentes. Après, encore une fois, on est en démocratie, chacun peut émettre son avis, peut dire qu'il n'est pas d'accord, qu'il est d'accord. Nous, on est au gouvernement, on est l'exécutif, on prend nos responsabilités, on prend des décisions dont on considère qu'elles sont bonnes pour le pays, pour son économie et pour permettre aux Français de vivre ensemble. Est-ce que vous tiendrez votre engagement concernant le glyphosate ? La ministre de l'écologie, ce matin, laisse entendre qu'il pourrait y avoir des exceptions. Par exemple, certaines vignes en pente où c'est compliqué de trouver une solution de remplacement. Elle dit, à ce moment-là, on verra. C'est elle qui est maintenant en charge du sujet. Et je vais vous dire, le fait que ça soit Barbara Pompili qui soit aujourd'hui ministre de l'écologie, numéro 2 du gouvernement, en charge de cette question du glyphosate, c'est rassurant pour tous ceux qui sont pour la sortie du glyphosate, parce que ça fait partie de ces causes d'engagement depuis toujours. Elle est numéro 3, non ? Si on compte le Premier ministre. Si on compte le Premier ministre, excusez-moi. Numéro 2 si on compte les ministres, numéro 3 si on compte le Premier ministre. Mais bien sûr qu'elle sera engagée très fortement pour qu'on sorte massivement du glyphosate. Elle parle d'exceptions, vous dites, pour les vignes en pente, etc. Peut-être que dans un premier temps, il peut y en avoir, mais l'important, c'est que massivement, on arrive à en sortir. Et ça, c'est un engagement du président de la République. Et on a le sentiment tout de même, et vous parlez du président de la République, qu'il est d'une très grande prudence. C'est-à-dire que les mesures vraiment efficaces, vraiment radicales quand on lutte contre les gaz à effet de serre, en réalité, il y renonce.
Il dit aux gens de la Convention citoyenne, attention, hein, les 110 km/h sur l'autoroute, surtout pas, on va déclencher encore la révolution dans le pays. Et c'est ça qui est efficace. Si vous voulez limiter la production de gaz à effet de serre, il faut moins de voitures, mais des voitures qui roulent moins vite, et sur ça, en fait, vous n'y allez pas. Vous dites que c'est des mesures qui doivent être radicales et efficaces. L'efficacité est dans la radicalité en matière de protection de l'environnement. Parce que quand on veut être trop radical, je peux vous dire, on n'arrive pas à embarquer les gens avec nous, et on voit ce qui s'est passé avec la taxe carbone et le mouvement des Gilets jaunes. Ça, c'était peut-être très radical comme idée d'augmenter la taxe carbone. On a vu ce que ça a donné. Finalement, il n'y a rien eu du tout. Donc, on veut être efficace. Et pour être efficace, il faut faire avec les gens, il faut faire avec les Français. Et quand on augmente massivement les primes pour leur permettre de changer de voiture, on les passe à 7 000 € pour de l'électrique ou de l'hybride rechargeable. C'est des actes extrêmement efficace. On voit que les Français, aujourd'hui, massivement, vont changer de voiture et participent à ce changement-là. Précisément, il y aura donc Emmanuel Macron qui s'exprime mardi, Jean Castex qui s'exprime mercredi. On va nous parler de ce fameux nouveau chemin dont Emmanuel Macron a commencé à poser les premiers cailloux. Comment vous le définissez? C'est quoi ce nouveau chemin? Il y a eu quand même plusieurs actes déjà dans ce quinquennat. On nous a promis qu'il y avait des nouvelles aires, que la première c'était trop autoritaire, que le deuxième on écoutait davantage. Aujourd'hui on n'a quand même pas le sentiment que ce soit forcément le dialogue. Il y a aussi un peu de provocation, on le sent bien. Comment vous le définissez, vous, le nouveau chemin? Le nouveau chemin, c'est de dire que Emmanuel Macron a été élu sur des objectifs. Et notamment permettre aux Français de s'émanciper, de sortir de leurs conditions, de trouver un emploi, de trouver un logement, de fonder leur famille, d'être autonomes, de pouvoir faire des choix et maîtriser leur destin. Et nous sommes en 2017. Nous sommes en 2017. C'est les objectifs sur lesquels on a été élus. Et oui, mais il a dit nous devons tous nous réinventer. Oui, moi le premier. Et que la crise qui a eu lieu, les crises même, j'ai envie de dire. On l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, on l'a vu avec la crise du coronavirus. C'est des choses très différentes, mais c'est des crises qu'a eu à vivre notre pays. Elles nous imposent de nous réinventer et d'emprunter un nouveau chemin pour arriver à nos objectifs. Parce qu'on veut toujours que les Français soient émancipés. On veut toujours que les Français trouvent un emploi. Nous dire qu'il y aura un nouveau chemin. Je ne vais pas faire la déclaration de politique générale avant la déclaration de politique générale. Vous aurez pu m'inviter dimanche prochain et là, j'aurais pu vous dire tout ce que... Mais qu'est-ce qui sera différent? Qu'est-ce qui est différent déjà? C'est à la fois sur le fond. On a aujourd'hui des priorités très fortes qui, c'est vrai, n'étaient pas celles qu'on avait avant les crises. Exemple, Ségur de la santé, on n'en a pas parlé. On met 7,5 milliards d'euros pour revaloriser les gens qui travaillent à l'hôpital. Une infirmière, elle touchera au moins 200 € de plus net par mois grâce au Ségur de la santé. C'est un engagement colossal, c'est l'équivalent, je crois, je fais toujours attention maintenant, enfin je faisais déjà attention mais je fais quand même attention, c'est l'équivalent, je crois, de toutes les augmentations salariales qu'il y a eu depuis 30 ou 40 ans à l'hôpital. C'est massif et c'est vrai que ce n'était pas prévu avant. Il y a eu cette crise, on a vu les soignants qui étaient dévoués, mobilisés, qui ont pris des risques pour sauver les Français. C'est ce qu'attendent les Français, on le met en œuvre. Et il y a d'autres sujets comme ça sur la relance économique. Et puis sur la méthode, on a bien vu, là plutôt avec le mouvement des Gilets jaunes, qui avait une attente très forte d'association des citoyens à la décision politique, des corps intermédiaires. La Convention citoyenne pour le climat que vous citiez tout à l'heure, pour moi c'est un premier exemple de ce changement de méthode. On a des citoyens qui ne se connaissaient pas, qui pour certains n'étaient pas du tout intéressés à l'écologie, qui ont travaillé ensemble et qui ont fait des propositions. C'est des citoyens qui représentent grosso modo la diversité du peuple français, puisqu'ils ont été tirés au tort sur la base de quotas, de lieux d'origine sociale. Et il y en aura d'autres, des conventions citoyennes, a dit le président de la République. Oui, sur quel sujet? Ça va être décidé, je pense qu'il y aura peut-être des annonces sur le sujet, mais il y en aura d'autres. On a passé en Conseil des ministres mardi un projet de loi qui permet justement de faire des conventions citoyennes sur d'autres sujets, et on va le faire. Mais associer largement, c'est aussi associer les partenaires sociaux, c'est ce que fait Jean Castex en ce moment, ce qu'il va continuer à faire, et c'est associer aussi les élus, les collectivités locales. On va lancer une conférence des territoires pour avancer avec eux, et aussi pour bâtir le plan de relance avec eux. C'est pour ça que je m'étonne quand j'entends des élus comme Xavier Bertrand qui disent ça va pas assez vite sur tout. C'est-à-dire, si on va vite sur tout, après les mêmes nous reprochent de ne pas discuter avec eux et de ne pas construire des solutions. Et il y a des points sur lesquels vous êtes parfois en contradiction avec vos promesses, Christophe. Alors, est-ce que ce nouveau monde, justement, c'est ce décret publié ce matin au journal officiel qui permet au ministre d'avoir plus de collaborateurs, jusqu'à 15 conseillers contre 10 pour les ministres? Alors, on ne va pas être démagogique, peut-être qu'il faut plus de collaborateurs pour mieux travailler, mais sauf qu'en 2017, Emmanuel Macron avait dit maximum 10 collaborateurs par ministre. Est-ce qu'à l'époque, c'était de la démagogie? Non, mais ça vous montre bien qu'on n'est pas enferré dans nos certitudes et que quand on se rend compte qu'il y a des choses qui doivent être adaptées, on le fait. Et on l'a fait sur différents sujets, sur ça aussi. Oui, pour être très honnête, je ne pense pas que ça passionne les Français de savoir combien il y a de personnes. Moins de collaborateurs en 2017 pour faire plaisir aux Français. Non, c'était pas pour faire plaisir aux Français, c'était avec un objectif qui est toujours le nôtre, qui est de mieux travailler avec l'administration et de responsabiliser, entre guillemets, le sommet de l'administration pour qu'elle aide à atteindre les objectifs politiques qui sont fixés par les Français dans les élections. Ça reste. Maintenant,
il ne vous aura pas échappé qu'on a une crise massive, que plus que jamais, on va avoir besoin d'un État présent, à l'écoute et au contact dans les mois qui viennent, qu'il y ait quelques collaborateurs en plus dans des cabinets pour que les élus locaux, les syndicats, les associations aient un interlocuteur devant eux pour leur permettre de recueillir leurs propositions et de traiter leurs demandes, ça me semble positif. Vous avez annoncé un gouvernement de combat. J'aimerais qu'on écoute les propos de Jean Castex devant les députés cette semaine. Avec les valeurs qui sont les miennes, j'ai l'honneur de diriger ce gouvernement, qui sera un gouvernement de combat, qui sera un gouvernement tourné vers l'efficacité, qui sera un gouvernement de dialogue. Un gouvernement de combat. Mais alors à chaque fois, on a quand même l'impression que vous réinventez l'eau chaude parce que le gouvernement de combat, ça a été le cas de tous les gouvernements précédents. Je voudrais qu'on réécoute ce que disait François Hollande à propos du nouveau gouvernement Valls. Il est temps néanmoins d'ouvrir aujourd'hui une nouvelle étape. Et j'ai donc confié à Manuel Valls la mission de conduire le gouvernement de la France. Il en a des qualités. Ce sera une équipe resserrée, cohérente et soudée. Comment dire? Un gouvernement de combat. C'est quand même D'abord, toujours le même refrain. Contrairement à Jean Castex, il n'a pas dit d'efficacité et de dialogue après. Oui. Donc nous, on va J'aurais pu trouver à mon avis. On va jusque-là. Mais peut-être que le terme combat a déjà été employé, mais je pense que ce que les gens qui nous écoutent entendent et ce dont ils sont conscients, à mon avis, c'est qu'aujourd'hui... On nous a déjà fait le coup, quoi. Non, mais ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut une équipe qui soit sur le pied de guerre du matin au soir et pour les 600 jours qui restent avant la fin de ce quinquennat pour permettre de reconstruire le pays et de le relancer. Avec, encore une fois, une crise économique et sociale qui s'installe, une crise sanitaire qui est toujours là, et qu'on a besoin d'être, oui, au combat, au front, comme vous voulez qu'on le dise, pour mener ces chantiers-là. C'est aussi un gouvernement de mission. On a une mission très claire qui est de relancer le pays après la crise qu'on a vécue, et c'est à ça qu'on va s'attacher. Est-ce que cette équipe, celle dont vous faites partie, a besoin d'un coup de main, d'un homme d'expérience, qui est François Bayrou? D'abord, vous savez, François Bayrou, il fait partie de la majorité. Il y a plusieurs partis qui composent la majorité, dont le MoDem, président du MoDem. Je peux vous dire qu'il est très présent dans la vie de la majorité. Est-ce qu'il serait utile, on a toujours besoin de lui. Est-ce qu'il serait utile qu'il s'adjoigne à ce gouvernement dans un rôle de haut-commissaire? C'est ce qu'on entend. D'ailleurs, le Premier ministre ne l'a pas démenti, de haut-commissaire à la planification, au plan de relance. Au passage, Jean-Luc Mélenchon trouve l'idée formidable. C'est le retour du plan. Bon. Il y a une volonté qui est exprimée par beaucoup de responsables politiques, y compris Richard Ferrand, qui l'a mis, je crois, dans sa lettre qu'il a adressée au président de la République sur la relance, d'avoir effectivement un retour à la planification, c'est-à-dire à regarder, non pas dans l'année qui vient, mais dans les 10 années à venir, les 20 années à venir, pour investir. Dans une économie libérale comme la nôtre, ça fait quand même 30 ans qu'on a un peu abandonné l'idée, puis d'un coup ça revient parce qu'il faut trouver une place. François Bayrou. Non, c'est donner des perspectives, c'est se dire c'est quoi les objectifs qu'on veut atteindre et comment on veut changer l'économie française. On parlait tout à l'heure du lien entre économie et écologie. Et on considère qu'on peut arriver à avoir une écologie qui permet de créer des emplois et une croissance verte, comme on dit, même si ça a beaucoup été employé aussi. Pour ça, il faut voir me le dire. Un petit peu et pour plus ça, loin. il faut regarder plus loin. Voilà. On peut être mis en examen et au commissaire? Ah mais attendez, moi, je n'ai pas d'informations sur qui va être nommé. C'est une question de principe, Gabriel Attal. Est-ce qu'on peut être mis en examen aujourd'hui et être haut commissaire dans un adjoint à un gouvernement? Je ne connais pas de règles sur ce sujet. Alors, je vais faire attention de ne pas l'inventer sur votre plateau. Je suis porte-parole du gouvernement maintenant. Je ne sais pas quelle est la règle sur ce sujet. Vous n'avez pas de point de vue? Comment? Vous n'avez pas de point de vue? C'est pas moi qui fixe les règles, j'ai des points de vue sur beaucoup de choses. En l'occurrence, voilà, on n'est pas membre du gouvernement quand on est au commissaire. Donc, On arrive justement à la fin de cette émission. Votre nouveau job de porte-parole, c'est exactement ce que vous disiez à l'instant. On vous sent, voilà, évidemment extrêmement prudent. Comment vous voyez votre mission à vous? J'essaye de ne pas être trop prudent. En tout cas, j'essaye d'être sincère. Je suis venu devant vous sans papier, voilà, je n'ai pas écrit à l'avance ce que je comptais vous dire. Parfois, on ne peut pas avoir la réponse à quelque chose, on ne peut pas avoir un chiffre sur quelque chose, c'est pas très grave, personne n'est omniscient. Je pense que c'est important d'être sincère, d'être transparent, puis d'être humble. Voilà, moi je considère que mon boulot de porte-parole, c'est pas de donner des leçons, c'est de donner des informations quand je les ai, de donner des perspectives, d'expliquer pourquoi on fait ce qu'on fait. Il y a beaucoup de gens, non pas beaucoup de gens, il y a certains responsables politiques aujourd'hui, on parlait de Xavier Bertrand tout à l'heure, qui expliquent matin, midi et soir que le gouvernement fait tout mal.
Voilà, moi je considère pas qu'on fait tout mal, je considère qu'on fait beaucoup de choses bien. Mais votre rôle va être peut-être de dire que vous faites tout bien. Non, justement, moi je reconnais quand on fait des choses pas bien, je crois que je l'ai dit à plusieurs reprises, il faut savoir le reconnaître, mais voilà, c'est ça ma responsabilité aujourd'hui. Merci beaucoup, merci Gabriel Attal, donc nouveau porte-parole de ce nouveau gouvernement. Merci Christophe Jacubizine, David Doucan. Merci à vous tous de nous avoir suivis, d'avoir donné à BFM Politique cette année encore son record d'audience. C'était ma dernière BFM Politique. Un immense bonheur de vous avoir accompagné pendant tous ces dimanches. L'occasion de remercier aussi ceux qui sont dans les coulisses et qui travaillent sur cette émission. Les chefs d'édition, Olivier Gallup et Charlotte Mesurol. Le producteur de cette émission, Lucas Brio, bien sûr. Et puis je souhaite bonne chance à celui qui reprendra les manettes de cette émission à la rentrée, Jean-Baptiste Boursier. Je lui souhaite de prendre autant de plaisir que j'en ai pris à mener cette émission dominicale avec vous. Et je vous donne rendez-vous parce que je ne serai évidemment pas très loin. Je vous donne rendez-vous dans ce même studio, à cette même table où je serai tous les matins à partir de 6h. Vous pourrez me retrouver sur la radio RMC, sur la télé RMC, ce sera le canal 24. Mais c'est pas tout à fait fini puisque je vous retrouve aussi ce soir pour Et en même temps à tout à l'heure 18h.